Je suis pas pour les sanctions, je ne suis pas pour les approches punitives, sauf dans le cas où elles peuvent. Ce qui a été fait a été acté par les chefs d'État de ces trois pays, mais d'autres chefs d'État dans ces mêmes pays peuvent acter autre chose. Dans la foulée, il se hasarde à organiser des élections présidentielles. N'oubliez pas que l'Occident peut financer des pions qui vont accéder au pouvoir et mettre en péril tout le travail qui a été fait. Au retrait du Mali, Niger, Burkina Faso, de l'OIF, je dirais que c'est regrettable. C'est vraiment regrettable, sans mentir. Après la CEDEAO, on avait pensé qu'on allait rester comme ça. Jusqu'après ça, on est coupé du monde. Si on dit qu'aujourd'hui, le Mali, Niger, Burkina sont sortis aussi de l'OIF, c'est vraiment regrettable. Le retrait des trois pays de l'Alliance, des États de l'Alliance du Sahel, est une décision qui... L'objectif pour lequel Tiani est arrivé au pouvoir n'est pas encore atteint. Quitter le pouvoir, c'est comme abandonner en plein vol le peuple nigérien. Ces pays de l'AES réintégrer l'organisation ouest-africaine, disons d'ici quelques années, s'il y a par exemple des changements de régime? Oui, cela est tout à fait possible. Le retrait des trois pays de l'Alliance, des États de l'Alliance du Sahel, est une décision qui ne m'a pas surprise, moi personnellement, puisqu'il n'y a pas eu vraiment de relations, d'échanges depuis quelque temps suite donc à la suspension de ces trois États des instances de la francophonie. Mais elle m'a beaucoup attristée, je la déplore. Personnellement, je ne suis pas pour les sanctions, je ne suis pas pour les approches punitives, sauf dans le cas où elles peuvent apporter un changement. Sauf dans le cas où on a vraiment compris, sans automatisme, comme on voit un peu partout dans le système multilatéral, bien penser de manière à changer positivement, améliorer la situation. Ces pays de l'AES réintégrer l'organisation ouest-africaine, disons d'ici quelques années, s'il y a par exemple des changements de régime? Oui, cela est tout à fait possible. N'oublions pas que nous sommes présentement dans une affaire qui est extrêmement conjoncturelle, liée au coup d'État au Mali, au Burkina et surtout au Niger et les sanctions qui ont suivi. Quand je dis conjoncturelle, au Sénégal, ce n'est plus Macky Sall qui est le président, c'est Bassirou Diomaye Faye qui est le président. Au Ghana, de façon très récente, il y a également John Mahama qui est arrivé au pouvoir. Et Bassirou Diomaye Faye et John Mahama n'ont pas du tout la même position par rapport à l'AES que l'ancien président du Sénégal ou l'ancien président du Ghana. Donc, de façon très rapide, il y a une évolution concrète qui est là. Mais tous ces facteurs font qu'il faut qu'on fasse attention, nous ne maîtrisons pas le futur. Je crois qu'il faut qu'on arrête un peu avec les discours va-t-en-guerre qui essayent de créer une crise entre nos pays, mais qu'on va plutôt dans des discours pour instaurer la paix et faciliter l'intégration entre nos pays. Ce qui a été fait a été acté par les chefs d'État de ces trois pays, mais d'autres chefs d'État dans ces mêmes pays peuvent acter autre chose, tout comme une évolution au niveau de la CEDEAO peut rendre caduques les critiques qu'on fait à la CEDEAO. Et en ce moment, il est clair que si la cause de la sortie, c'était ces critiques par rapport à la CEDEAO, ces trois pays doivent pouvoir réintégrer la CEDEAO tout en conservant le cadre de l'AES. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'à l'intérieur de la CEDEAO, il y a le Conseil de l'Entente. À l'intérieur de la CEDEAO, il y a l'UEMOA, qui ne rassemble pas l'ensemble des pays de la CEDEAO. L'AES peut se retrouver également à l'intérieur de la CEDEAO dans les mêmes circonstances. Quelles sont votre première analyse pour donc cette investiture du général Tiani? Merci. En tout cas, je regarde avec beaucoup d'attention l'évolution de la vie politique au Niger et surtout au niveau de l'AES. Et pour moi, ce n'est pas vraiment une surprise d'apprendre que à la fin des comptes, le président Tiani a été donc confirmé président pour 5 ans au Niger. Voilà qui est dit. Alors,
Que retenez-vous donc de ce parcours, de ce bilan à mi-parcours, quand on prend par exemple la transition du général Tiani? Quel est le bilan que vous en faites en tant qu'analyste politique? Oui, je crois que moi, je n'ai pas été surpris parce que le Niger, tout comme le Burkina Faso et le Mali, traverse une situation extrêmement sensible et particulière dans l'histoire donc de l'Afrique. Et c'est des gens qui ont décidé à un moment donné de leur vie de couper le pont, de divorcer d'avec les pratiques anciennes, c'est-à-dire demander toujours l'autorisation du colon impérialiste, d'à chaque fois demander l'avis avant de réaliser quelques initiatives de développement pour ces pays-là. Mais à un moment donné donc de leur histoire, ils se sont dit qu'il faudrait que ça s'arrête. Et donc ce divorce a permis donc au pays de l'AES et particulièrement au Niger, donc de reprendre le Niger en main et de pouvoir par eux-mêmes décider de ce qu'il faut faire de leur pays, de décider de l'avenir de leur pays et de décider de comment orienter désormais les politiques de développement du peuple nigérien. Et donc pour moi, c'est un parcours, je dirais, de combattants et qui aboutit aujourd'hui à cette confirmation. Pourquoi? Parce qu'on se dit que l'adage le dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. C'est-à-dire que pour l'instant, l'objectif pour lequel Tiani est arrivé au pouvoir n'est pas encore atteint. Quitter le pouvoir, c'est comme abandonner en plein vol le peuple nigérien. Il va falloir donc on trouve une solution pour permettre donc à Tiani de pouvoir continuer sa mission. Et c'est ce qui a été fait. C'est une lutte acharnée. Quand vous regardez avec loupe ce qui se passe au Niger avec l'uranium qui est contrôlé par des puissances étrangères et toutes les autres richesses du Niger contrôlées par d'autres puissances étrangères et qui fait classer le Niger comme pays le plus pauvre au monde, on se pose des questions. Où vont les richesses du Niger? Et donc, pour moi, j'analyse que c'est pour éviter dans cette hécatombe-là que le groupe Tiani a décidé de prendre les choses en main. Et pour aller au bout de cette initiative, il faut que le peuple accorde à Tiani un mandat plénipotentiel qui va lui permettre donc de pouvoir gérer à bien cette lutte qui a commencé entre-temps et qui risque, si Tiani quitte le pouvoir, de redevenir zéro pour le peuple nigérien. Voilà pourquoi il était donc opportun au peuple nigérien de prendre cette décision risquée de confirmer Tiani au pouvoir, afin donc de parachever ce plan de rétablissement du Niger. Plan de rétablissement du Niger, vous l'avez dit. Alors, quels pourront être véritablement les vrais défis du président Tiani par rapport à la différence donc de ce bilan de transition que vous avez essayé donc de faire à l'instant? Les défis sont nombreux. Nombreux sont les défis à relever au niveau interne et au niveau externe. Le premier défi, c'est les critiques, à la fois de la part de la communauté internationale et aussi de l'opposition et de la CEDEAO, des pays de la sous-région qui vont critiquer donc cette démarche du peuple nigérien et du Niger et des autorités nigériennes là, parce que il n'y a pas eu d'élection présidentielle, donc il y a eu juste une décision qui a été implémentée et qui confirme donc pour 5 ans le président Tiani au pouvoir. Je dirais que c'est démocratique de en ce sens que cette décision émane donc de la volonté du peuple nigérien. Donc les élections sont une démonstration démocratique, mais en même temps une autre formule qui consiste donc au peuple de décider sans nécessairement passer par les élections au sort qu'il lui réserve. Donc, je crois que la première critique, le premier défi, c'est de pouvoir convaincre la sous-région, la communauté internationale de cette initiative risquée de confirmer Tiani au pouvoir. Ça, c'est le premier défi à relever, convaincre. Maintenant, le deuxième défi, c'est vraiment de la refondation de la République, de réorganiser les institutions de la République, de pouvoir donc
avoir la possibilité désormais de faire la géographie des richesses du pays et de pouvoir identifier les types de partenariats qui vont pouvoir travailler avec le Niger afin de réaliser le plan de développement du Niger. Ça, c'est le deuxième défi. Le troisième défi, ça va être également certainement une opposition interne qui va commencer par naître pour dénoncer ce choix et entre guillemets antidémocratique. Mais je crois que le peuple a suffisamment confiance en Tiani et va soutenir Tiani. Donc, ce n'est pas vraiment un grand défi quant à l'opposition nigérienne. Je crois que la troisième ou le quatrième défi, ça va être vraiment le partenariat avec l'étranger. Et je sais que un partenariat avec la Russie, il n'y a pas de problème, ainsi qu'avec la Chine et d'autres pays comme la Turquie et tout ça. Mais avec l'Occident, ça va être le goulot d'étranglement parce que l'Occident, c'est-à-dire l'Union européenne, les États-Unis ne vont pas certainement reconnaître cette décision du peuple nigérien à confirmer Tiani au pouvoir sans passer par le canal électoral. Donc c'est un autre défi qui n'est pas des moindres, mais qui certainement ne va pas être un grand défi parce que depuis le début, les autorités nigériennes avaient déjà divorcé d'avec la communauté internationale, surtout la communauté occidentale. Donc ce n'est vraiment pas un grand défi pour eux, mais ça reste quand même un défi. Je crois que les autres défis, ce sont des défis mineurs qui regardent tout chef d'État qui arrive au pouvoir. Mais dans le contexte nigérien, tous ces défis mineurs seront considérés également comme des défis sérieux parce que ils sont surveillés et le terrorisme qui prend ces pays de l'AES, le Niger, le Mali et le Burkina, je crois que ces défis seront des défis qui vont être, je vais dire, analysés à la fois, non pas seulement par le Niger, mais également par le Mali et le Burkina qui sont devenus une communauté d'intérêt et une communauté de coopération, une communauté culturelle et tout ce qu'ils veulent mettre afin de renforcer donc cette communauté-là. Donc je crois que les défis du Niger seront également les défis du Mali et du Burkina. Ils vont donc travailler de commun accord pour réaliser et implémenter la politique de développement du Niger. Et cette décision qui a été confirmée, je crois qu'elle a été avec l'appui également du Mali et du Burkina. Donc pour moi, certes, ce sont des défis majeurs à relever, mais en même temps, ils ont les mains libres pour pouvoir relever ces défis-là. Ils ont la main libre pour pouvoir relever les défis. Je vais faire une petite diversion, si vous permettez, par rapport à ce sujet où on connaît la situation de l'ancien président Bazoum. Dites-nous concrètement, est-ce que véritablement, quand on a un nouveau président comme le président Tiani en ce moment, enfin, on pourra dire enfin, le président Bazoum sera libre? Ce n'est pas une question qui est véritablement à poser parce que ce n'est pas parce que Tiani est maintenant président que Bazoum serait libre. L'arrestation de Bazoum n'est pas le terreau fertile pour que Tiani soit président, mais c'est parce que il refusait de partir tout simplement. Et donc je ne vais pas dire que c'est l'emprisonnement de Tiani est la garantie de l'accession de Tiani au pouvoir, non. Mais nous connaissons tous l'événement, tout ce qui s'est passé au Niger à l'époque. Donc, que Tiani soit confirmé président ou non, si les autorités nigériennes décident qu'il soit libéré, il va être libéré. Sinon, ça n'a pas, pour moi, de rapport. Le rapport, c'est quand le président Bazoum n'avait pas obtempéré et donc qui a poussé les autorités à son arrestation. Vous voyez le cas également du Gabon. Je crois que c'est le cas similaire avec l'ancien président qui a été déchu et qui est en résidence surveillée, tout comme Tiani. Donc, les autorités, au moment opportun, décideront donc du sort de l'ancien président Bazoum, tout simplement. Quel serait votre souhait pour ce cas donc du président Bazoum, de l'ancien président nigérien? Oui, moi, mon souhait, vu la situation critique
au niveau du Niger, je demanderais aux autorités nigériennes d'être prudents d'analyser le pour et le contre avant de pouvoir décider de la libération de Bazoum, parce que en le libérant, il pourra, parce que c'est le chouchou de l'Occident, il pourra donc facilement initier également des plans de déstabilisation du Niger. Donc il va falloir que les autorités nigériennes réfléchissent par cette fois avant de prendre une telle décision de libérer Bazoum en ces moments critiques de l'histoire du Niger. Voilà, donc le sort, pour l'instant, en tout cas, les autorités nigériennes sont mieux informées de la situation plus que moi. Je ne fais qu'émettre des suggestions par rapport donc à son attachement à l'Occident et par rapport au fait que l'Occident est toujours attaché au Niger, veut toujours reprendre le Niger de la main d'Abdoulaye Tiani. Donc, il va falloir, et Bazoum sera le pion favorable pour pouvoir reprendre le Niger de la main de Tiani. Et donc, connaissant cela, je crois que les autorités ont l'esprit suffisamment éclairé pour ne pas tomber dans une telle erreur. Pour ne pas tomber dans une telle erreur, vous l'avez dit, alors dites-nous, est-ce que la grande question qui se pose, vu que le président Tiani est désormais président pour 5 ans au Niger, les autres pays de l'AES, sinon de la Confédération des pays de l'AES, vont suivre, est-ce qu'ils suivront ou emboîteront le pas au président Tiani? Ou allons-nous assister au même scénario avec les autres pays? Je crois que aujourd'hui, plus rien ne nous étonne sur tout ce qui se passe dans la sphère AES, parce que c'est une communauté qui a été mise en place, une communauté d'intérêt, et donc je crois que si le Niger lance cette initiative-là, certainement que le Niger va emboîter le pas bientôt, et le Mali. Mais nous ne sommes pas dans le secret des dieux, certainement que le Niger qui sort cette façon de se maintenir au pouvoir, certainement que le Mali va trouver une autre formule, ainsi que le Burkina. Mais ce qui est sûr, c'est que l'heure n'est pas encore à une élection présidentielle dans ces 3 pays, parce que ils sont en état de guerre et on ne change pas un chef d'État, le chef de commandement en plein situation de guerre. Donc, je crois qu'ils vont trouver soit une autre formule ou tout simplement la formule la plus facile, c'est de demander que le peuple leur accorde le mandat afin de pouvoir parachever ce plan de développement ou de libération des pays de l'AES avant maintenant de procéder à des élections. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Mali, le Burkina et le Niger sont sortis d'une situation que nous connaissons tous. Ils veulent donc se libérer de l'impérialisme, du colon. Ils divorcent avec les pratiques imposées par l'Occident. Et donc, c'est le plus grand défi, réussir à libérer ces pays-là de la main de l'Occident. Et pour ce faire, il va falloir vraiment avoir des hommes forts qui vont pouvoir mettre en place des institutions fortes. Parce que si, dans la foulée, il se hasarde à organiser des élections présidentielles, n'oubliez pas que l'Occident peut financer des pions qui vont accéder au pouvoir et mettre en péril tout le travail qui a été fait au tout début par ces 3 présidents-là. Donc, je crois qu'ils sont suffisamment conscients de cette réalité-là et ne vont pas tomber dans le piège